Faut-il rêver d'une autre guerre sous d'autres climats? En Turquie, les Allemands ont construit une voie ferrée, le chemin de fer de Bagdad. Le Kaiser veut ainsi prendre pied en Orient à travers les Balkans. Cet axe d'influence croise malheureusement la route vitale de la Russie vers la Méditerranée des Alliés. Le point de rencontre, c'est le détroit des Dardanelles, gardé par la péninsule turque de Gallipoli et au-delà par Constantinople. La capitale de la dynastie des Ottomans est sur le déclin. Mohamed V, le dernier sultan, a des fonctionnaires corrompus et doit faire face à des jeunes révolutionnaires nationalistes. Il abandonne le pouvoir à un de ces jeunes Turcs. Voici Enver Pacha. Il a 33 ans et des conseillers militaires prussiens. Ceux-ci sont tout à fait heureux d'être au soleil loin de Verdun. Cette coterie d'experts et de militaires allemands est dirigée par Liman von Sanders. Il organise l'entrée en guerre de la Turquie, aux côtés de l'Allemagne, naturellement. Le 29 octobre 1914, deux croiseurs allemands déjà, le Goeben et le Breslau, battant pavillon turc, avaient pénétré dans la mer Noire et bombardé les ports russes. Pour Churchill, il fallait libérer la route d'Odessa et prendre les détroits. Il est difficile, disait Balfour, pourtant prudent, d'imaginer une opération qui donne plus d'espoir. Mais pour prendre les détroits, il fallait prendre Gallipoli. Mars 1915. L'armada alliée s'avance vers les détroits. Il faut prendre Constantinople, ouvrir un second front pour établir un contact avec l'allié russe. Et si l'on peut, attaquer l'Allemagne par le sud. Encore faut-il prendre les Dardanelles et neutraliser les canons groupes de Gallipoli, qui 1 mois auparavant ont déjà défié les Alliés. Les champs de mines et les tirs d'artillerie sont meurtriers. Le cuirassé français, le Bouvet, coule en 2 minutes. Le Gaulois est neutralisé. 3 navires anglais sont touchés. Les navires ne peuvent pas franchir les Dardanelles en force. Il faut les conquérir en débarquant. À Londres, on s'inquiète en haut lieu des chances de succès de l'opération des Dardanelles. Winston Churchill, premier lord de l'amirauté, décide de forcer les Dardanelles à tout prix. Il obtient les moyens de transporter les soldats de Fisher, premier lord de la mer, qui s'arrangent pour trouver des navires en nombre suffisant. Le ministre de la guerre, Lord Kitchener, a donné son accord et fourni les effectifs nécessaires. Au Conseil, le Premier ministre, Herbert Asquith, se rallie au projet de Churchill. Les dés sont jetés, les Alliés débarqueront aux Dardanelles. Déjà, les troupes anglaises et françaises se concentrent et s'entraînent en Égypte. Les Sénégalais, les légionnaires, rejoignent les Indiens, les Néo-Zélandais, les Australiens. Les Alliés organisent des bases dans les îles proches d'Imbros et de Ténédos et s'apprêtent à affronter la terrible péninsule qu'ils ne connaissent que par des guides achetés dans les bazars d'Égypte. Le moral des Anzacs est au plus haut. Les Alliés sont 80 000, dont 17 000 Français. Un curieux état d'esprit règne parmi eux, une sorte d'exaltation injustifiée. Ils se croient vainqueurs. Les Turcs sont formidablement retranchés, disposant de canons lourds. Les Alliés l'ignorent. C'est la fièvre de Gallipoli, une maladie purement mentale au début de l'opération. La guerre au soleil, dans un décor de rêve, la Méditerranée, le sable des plages,
les hommes ont la folie en tête. La fièvre de Gallipoli. Dieu, je n'ai jamais été aussi heureux. Je réalise soudain que l'ambition de ma vie a été de participer à une expédition militaire contre Constantinople. Celui qui parle ainsi est un poète anglais, Rupert Brooke. Brooke mourra empoisonné peu après dans une île de Méditerranée, avant le début des opérations. Il ne prendra pas Constantinople. Les Français participent. Ils lancent un commando de fusiliers marins sur la côte asiatique. C'est un bluff pour détourner l'attention des Turcs de l'assaut principal contre Gallipoli. Trois semaines seulement de préparation. L'expédition se rassemble dans les îles où des bases ont été installées. Les hommes s'impatientent sous les tentes blanches de Lemnos ou d'Imbros, où ils attendent une flotte très nombreuse. Cette flotte, c'est 200 navires qui transportent 75 000 hommes, sans compter 1600 chevaux et mulets. Et puis, les tonnes de caisses de munitions et de vivres, de fruits et de légumes frais pour éviter la dysenterie. « 24 avril 1915. La force d'invasion a pris la mer. Les chefs anglais sont inquiets. Ils se demandent si les unités d'assaut ne vont pas se heurter à un mur de feu. Que vont faire les Turcs? Le vice-amiral Sir John de Rebeck, qui commande la flotte de débarquement et les unités d'escorte, n'est pas responsable des troupes de terre. Toutes ces unités de débarquement sont commandées par Ian Hamilton, un vieux camarade de Kitchener. Les troupes d'assaut sont aux mains de Sir Elmer Hunter Weston pour les Britanniques, de Sir William Birdwood pour les Anzacs. Les Français sont sous les ordres du général D'Amade. Ces soldats français doivent conduire les attaques de diversion en Asie et au nord de la zone. Les deux vrais assauts seront menés par les Anglais sur Gallipoli, par les Anzacs un peu plus loin, au nord-est. Winston Churchill devait plus tard convenir qu'un assaut donné de plein fouet contre les défenses pourvues d'armes modernes et en abondance était une vraie folie, une folie dont il devait porter la responsabilité. Gallipoli ferme les Dardanelles. Il faut enlever la position coûte que coûte. À l'aube du 25 avril 1915, les troupes d'assaut s'apprêtent à bondir sur les cibles hâtivement repérées et dont on ignore la capacité de résistance. Sur le rivage, les Turcs sont parfois surpris, mais ils sont en général fort bien préparés au choc. Le rivage est difficile d'accès, et puis il y a les erreurs d'appréciation commises par le commandement allié.
un défaut de communication entre les unités qui ne débarquent pas toujours à l'endroit prévu. Les Australiens et les Néo-Zélandais sautent à terre, tombent par centaines sous le feu turc, mais réussissent à prendre pied. Au Cap Helles, les passagers des bateaux de débarquement sont tous touchés avant même d'arriver sur la plage. Au nord, les Anzacs sont débarqués à 1 mille de leur objectif, au pied de falaises inaccessibles. Ils chargent dans un feu d'enfer. Les troupes d'assaut tentent de s'emparer des hauteurs, et les renforts arrivent sur la plage déjà très encombrée. La division Bayou, française, débarque avec 8 divisions anglaises. Contre les Turcs, il faut s'enterrer pour tenir au moins les plages et quelques points d'appui rocheux. Les Turcs, lancés par Liman von Sanders, attaquent en nombre les Français qui ne sont là que pour tromper l'ennemi. Les renforts anglais les empêchent de progresser, les obligent globalement à reculer. Un chef énergique, le colonel Mustafa Kemal, sauve la situation en disant à ses soldats « Je ne vous ordonne pas d'attaquer. Je vous ordonne de mourir. » Et personne n'ose discuter un ordre de Mustafa Kemal. Leur objectif est une crête qui commande toute la partie sud de la péninsule de Gallipoli. Les Turcs creusent des tranchées autour des hauteurs pour tenir ce point crucial. Les Alliés creusent en contrebas, la partie n'est pas égale. Le nouveau front de Gallipoli l'exotique devient la répétition du front de Champagne. Les armées sont enterrées. Il y fait très chaud, les chevaux ont soif, et aussi les hommes. Giraudoux, du 176e d'infanterie, saute sur un cheval et plonge en mer pour se rafraîchir au mépris des balles. À Cap Helles, à Anzac Lovel, sur un minuscule champ de bataille, 20 000 hommes sont déjà morts ou blessés. Le corps expéditionnaire néo-zélandais et australien a beaucoup souffert. Les Français comptent aussi beaucoup de victimes. Les renforts de la division Bayou sont épuisés. Ils tombent comme des mouches sur la plage elle-même. L'un d'entre eux, Jérôme Carcopino, a décrit mieux que personne l'enfer des Dardanelles. À Paris, on ignorait le sacrifice de ces malheureux. À Gallipoli, de nouveau, c'était l'impasse. Les troupes languissent. Dans la chaleur de la Méditerranée, la monotonie des jours, la prostration, la malaria, la dysenterie, la dengue. Une grippe virale qui tue plus sûrement que les Turcs. 145 000 tués ou blessés. Damnés Dardanelles, dit Lord Fisher. Elles seront notre tombeau.
À Londres, Fisher, premier lord de la mer, démissionne. Il accuse Churchill dans une lettre secrète d'avoir conduit l'Angleterre au désastre par une appréciation erronée des chances de l'expédition. Le chef du parti conservateur, Bon Harlow, avertit le gouvernement qu'il exige la démission de Churchill. Les Dardanelles ont flanqué le cabinet par terre. Churchill ordonne à Fisher de rester. Fisher lui dit « Vous voulez à tout prix forcer les Dardanelles et rien ne vous fera renoncer. Je vous connais si bien. Vous resterez et je m'en irai. » Ils s'en vont tous les deux. Le Premier ministre Asquith accorde aux Tories la tête de Churchill. Pendant 6 mois, celui-ci sert en France en uniforme. Ici, ils n'en finiront jamais, dit-il en partant. Kitchener est ébranlé. La décision lui appartient. Envoyer des renforts à Gallipoli ou abandonner. Il décide de monter une nouvelle attaque. Le public ignore tout de la situation désespérée dans les détroits. La campagne pour le recrutement est accélérée en Angleterre. En juin et juillet 1915, les Anglais envoient encore 5 divisions, soit 50 000 hommes, pour renforcer leurs 8 divisions. Les nouveaux venus n'ont subi aucun entraînement spécial. Avec 120 000 hommes, le général Ian Hamilton est prié de transformer le désastre en victoire. C'est la dernière chance de l'expédition. Une attaque en tenaille à partir d'Anzac Cove et d'une nouvelle plage de débarquement un peu plus loin au nord, à Suvla Bay. Les deux forces doivent se rejoindre, briser la péninsule et s'assurer des hauteurs. La date de l'attaque est fixée au 6 août 1915. Surprise complète à Suvla Bay. Les Turcs laissent faire, mais les officiers les reprennent en main. Avec de l'artillerie de campagne et des mitrailleuses, ils empêchent la progression des 20 000 soldats anglais. Ces Anglais ne sont pas tous envoyés à l'assaut en même temps. Beaucoup se baignent, boivent leur thé, attendent des ordres sur la plage. Les ordres n'arrivent pas. Les généraux sont vieux, hésitants. La baie Suvla retombe dans la tragique inertie des autres plages. N'étaient les rafales de mitrailleuses ou les salves d'artillerie. Français, Anglais peuvent se croire en vacances. Exploitant ce désordre, Mustafa Kemal réunit des renforts et donne l'ordre d'attaque. Les Alliés perdent 40 000 hommes en 10 jours. Les Turcs, 40 000 aussi. Les blessés sont si nombreux que des yachts privés viennent de Grande-Bretagne pour les enlever. Selon le mot d'un général, les Alliés ont gagné seulement 500 acres de mauvais pâturage. Toujours la censure pour cacher le désastre. Un correspondant de Reuters est tellement surveillé qu'il ne peut voir que quelques mètres de plage. Elisha Schmidt Bartlett, reporter au Daily Telegraph, exige à son retour en Angleterre que son reportage soit publié. Un journaliste australien, Keith Murdoch, écrit à Asquith pour condamner la campagne et demander qu'on arrête le massacre. Trop d'Anglais, trop de Néo-Zélandais, d'Indiens, de Français, de Sénégalais sont morts pour ces arpents de sable méditerranéen.
Le 15 octobre 1915, Hamilton est rappelé par Kitchener sur une forte pression du gouvernement. Il abandonne son armée en décomposition, qui souffre de tous les maux possibles sur les plages de Gallipoli. Il est remplacé par le lieutenant-général Charles Monroe, un sévère officier du front de l'Ouest. Il n'est plus question de forcer les détroits. Le rêve de Churchill s'écroule. Sa tâche est d'évacuer à tout prix Gallipoli. En novembre, Kitchener vient en personne visiter ce front. Le héros de Khartoum et de la guerre des Boers assiste courageusement au dernier acte, avec un sang-froid tout britannique. Il organise l'évacuation des forces alliées de Gallipoli. 8 mois d'enfer. 500 000 soldats perdus, dont la moitié seront tués ou blessés et les autres morts de maladie. Un dernier miracle rend possible l'évacuation. Sous les canons turcs, 118 000 hommes sont sauvés. Pas un seul n'est perdu. Pas un seul n'est laissé sur les plages. C'est le plus éclatant succès d'une expédition désastreuse. Il était malheureusement trop clair, au moment où commençait l'atroce massacre de Verdun, que l'ouverture d'un second front était une illusion. Les Allemands ont décidé de faire face aux situations nouvelles créées au sud de l'Europe vers l'automne de 1915. Ils peuvent compter sur leur propre armée, sur quelques unités autrichiennes et sur les Bulgares qui sont entrés dans la guerre. Ils disposent de très solides unités, d'un armement lourd en canons Krupp et d'une longue habitude de la guerre contre leurs voisins balkaniques. Le bloc des puissances centrales est désormais constitué Allemagne, Autriche-Hongrie, Bulgarie et la Turquie. Le général August von Mackensen est chargé du commandement en Orient. Il le partage avec un autre général que les Français connaissent bien, Erich von Falkenhayn, qui commandait et qui a échoué à Verdun. Cette armée doit s'ouvrir la route de Constantinople, qui ne peut être qu'une route de terre, parce que les Alliés tiennent la mer. Un obstacle pourtant sur le parcours. La nation serbe, farouchement hostile aux puissances centrales. C'est une évidence stratégique aux yeux de Falkenhayn, la Serbie doit sauter. Le roi Pierre de Serbie est vieux, malade, mais résolu. Son fils, le régent Alexandre, a été éduqué en Russie tsariste. Leur premier ministre est un vieil homme, Pachicht, qui a programmé la guerre des Serbes contre les Austro-Hongrois détestés. L'Empire d'Autriche-Hongrie a voulu par 2 fois écraser la Serbie. Il n'y a pas réussi, et il brûle de recommencer.
Cette fois, des moyens très importants sont mis en jeu. La Serbie est à feu et à sang, les villes sont détruites par les bombes, les villages incendiés. L'armée royale et impériale d'Autriche-Hongrie ne néglige rien pour raser le pays. Les chefs envisagent une retraite le long de la mer pour échapper aux Autrichiens et aux Allemands, et aussi aux Bulgares qui veulent leur part de gâteau. Les Serbes jurent de revenir pour former leur grand royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes. En attendant, les Autrichiens avancent, occupent le pays slave, suivent le cours des rivières, le Danube, la Morava. La Serbie, disent les Autrichiens, est un serpent qu'il faut écraser. Les Serbes sont en retraite. Une armée de 200 000 hommes recule en ordre, tâchant de sauver ses bataillons. Pas de transport, pas de vivres ni de munitions. L'armée traîne avec elle une centaine de canons et 24 000 Autrichiens prisonniers. Le vieux roi est en voiture à bœuf. On traîne dans une chaise à porteur le chef de l'armée qui souffre. La marche dure longtemps, très longtemps. 2 mois de marche. Beaucoup perdent leurs chaussures dans la neige. Beaucoup ont les pieds gelés, d'autres meurent de froid. Dans cette retraite héroïque, on mange les chevaux. Les villageois suivent les soldats pour ne pas tomber aux mains des Bulgares. La retraite héroïque des Serbes, c'est un peu l'équivalent de la retraite des Belges en août 14. Et le roi des Serbes ressemble singulièrement au roi chevalier, le roi de Belgique. La retraite des Serbes, c'est un peu le fantôme de la nation. Les Serbes essayent de gagner à travers les montagnes la frontière grecque, où ils sont sûrs d'être bien accueillis. La Grèce n'est pas belligérante, mais elle est amicale et les Alliés combattent à Salonique. Malheureusement, les Serbes cherchent en vain une mission alliée. Ils n'en trouvent pas et doivent gagner les montagnes d'Albanie vers l'ouest. Peut-être trouveront-ils les Alliés dans le port de Durazzo. Ils y sont, mais pour embarquer toute l'armée serbe, il n'y a que quelques bateaux. On les emmène tout de même dans l'île de Corfou. 70 000 sont morts en chemin, 140 000 survivent, souvent bien amaigris ou malades. Ils sont enfin secourus et soignés, encadrés pour repartir au combat à Salonique. Ils veulent se battre au plus tôt, ils ont leur patrie à reconquérir. L'armée de Salonique est une tour de Babel. On y parle toutes les langues de la coalition des Alliés. Dans le port, les transports de troupes. Les cargos amènent sans arrêt des renforts, du matériel, du ravitaillement, au risque d'être torpillés en Méditerranée par les sous-marins allemands. Les Italiens, après l'entrée en guerre de leur pays, ont rejoint les Alliés. Les Serbes arrivent, les Russes sont déjà là. Les Grecs ont des volontaires, car le roi des Grecs hésite à entrer dans le conflit, à quitter la position très avantageuse pour lui de la neutralité. Les Alliés sont à la fois ses invités et ses otages. Quand le président de la République, Raymond Poincaré, habillé en chauffeur à son habitude, visite la base, il trouve une armée internationale très bien organisée, qui veut percer dans les Balkans selon le vieux rêve de Churchill. Il n'y a malheureusement pas de vue stratégique précise pour cette armée. Les Serbes sont seuls motivés. Ils veulent reconquérir leur pays, vallée après vallée, en franchissant les montagnes. Ils veulent créer la Yougoslavie. Cet objectif, l'armée de Salonique l'accepte. Elle mettra 2 ans pour l'atteindre. Un autre front stagnant vient d'être créé, ici, à Salonique.
Si le front d'Orient donne quelques satisfactions aux Alliés, il piétine sur celui de Salonique. Quant aux Italiens, ils entrent en guerre seulement le 24 mai 1915. Les foules italiennes sont mobilisées dans un enthousiasme relatif. La propagande de guerre est animée surtout par les nationalistes, Gabriele D'Annunzio par exemple. Un des combattants les plus patriotes, c'est Benito Mussolini, le socialiste dur, hier pacifiste, devenu furieusement nationaliste. Les Alliés ont fait à l'Italie des promesses. Ils ont acheté son entrée en guerre. Ils lui ont concédé par avance des territoires pris à l'ancienne Autriche-Hongrie, essentiellement dans l'Adriatique. Le Parlement italien a voté la guerre après une longue période d'hésitation. Les Italiens sont devenus guerriers. Jadis partenaires des Allemands et des Autrichiens dans la triple alliance de Bismarck, ils ont changé leur veste. Quant au gouvernement de Vienne, il est bien décidé à contenir les revendications italiennes sur les villes slaves de la côte, sur les îles de Dalmatie et peut-être même sur le Tyrol du Sud. Voilà donc les Alpins, les Bersagliers, en faction sur les pics des Alpes. Une guerre épuisante sur des pics glacés qui demandent aux soldats des sacrifices quotidiens. Ils doivent traîner des canons sur leurs épaules dans la haute montagne. Cet officier observe à la jumelle une petite ville italienne qui devait plus tard être le lieu d'un désastre, Caporetto. La flotte italienne a pour mission de surveiller l'Adriatique et d'empêcher les navires autrichiens de quitter leur base de Polla, où ils disposent pourtant de plusieurs unités lourdes, renforcées de sous-marins allemands. Ces sous-marins sont acheminés par voie ferrée et remontés sur place. Le premier champ de bataille est le Trentin. 2 larges vallées y entaillent les Alpes. Les Autrichiens y lancent 4 divisions expérimentées qu'ils ont retirées du front russe, avec 2000 canons lourds de conception récente. Le général italien Cadorna est convaincu que les montagnes sont sa meilleure protection et que les Autrichiens n'attaqueront pas. 2 de ces 4 armées s'étirent sur un front de 250 km. Cadorna n'a pas bonne réputation auprès des officiers généraux alliés. Bon stratège mais mauvais tacticien, il n'est pas économe de la vie de ses hommes. Il l'est moins encore quand les Autrichiens attaquent, en mai 1916, avec toute la puissance de leur artillerie de montagne.
En moins d'un mois, les Italiens sont chassés de leur position et se retrouvent 20 km en arrière dans le plus grand désarroi. Heureusement pour Cadorna, Broussilov attaque dans l'Est et les Autrichiens doivent retirer 4 divisions du front du Trentin. Ils ont d'ailleurs du mal à approvisionner leur front en raison des routes étroites et de l'épuisement de leur production de guerre. Les Italiens retrouvent donc leur position antérieure au prix de lourdes pertes, 145 000 morts, blessés et disparus, contre 80 000 Autrichiens seulement. Après le Trentin, Cadorna a un deuxième champ de bataille, celui de l'Isonzo, qui court sur 100 km. Cadorna veut prendre Gorizia sur la route de Trieste. Pour les Italiens, Trieste est un objectif mythique, comme Strasbourg pour les Français. Cadorna se dépense sans compter, plus de 12 batailles terrifiantes, meurtrières, où les hommes tombent par milliers. Ils doivent emporter chaque colline, escalader dans le plus grand péril, des pics l'un après l'autre, pour se retrouver sur le plateau désertique du Carso, où les vents hurlants battent des pierres aussi pointues que des couteaux. Chaque obus fait éclater le rocher en 1000 éclats mortels. Cadorna épuise son armée qui frappe sans relâche. Le Carso, mortellement froid l'hiver, chaud et paludéen l'été. Le Carso, c'est le Gallipoli de Cadorna. La 6e bataille du Carso a lieu en août 1916. Les Italiens s'accrochent bec et ongles sur le plateau. Ils creusent au besoin des tunnels pour avancer à toute force, avancer sur Gorizia. Les Italiens entrent dans Gorizia, mais aussitôt Cadorna, pris de peur, hésite à poursuivre sur Trieste. Il redoute que le commandement autrichien n'envoie des renforts. Les Autrichiens contre-attaquent. Voilà Cadorna rejeté sur ses bases de départ, prêt à livrer une 7e, une 8e, une 11e bataille de l'Isonzo. Les adversaires s'enterrent dans leur ligne de tranchées. Le front ne bougera plus. Il n'y a pas d'échec et mat. Les prisonniers autrichiens portent la tristesse sur le visage. Ils ont été battus contre les Russes, ils n'ont pas gagné contre les Italiens. Vienne, 21 novembre 1916. L'empereur François-Joseph vient de mourir à l'âge de 86 ans. Il régnait depuis 68 ans.
Les funérailles sont en tout point conformes au rituel moyenâgeux des Habsbourg. Un capucin implore l'admission au paradis de frère François, ce pécheur. Sa mort rend les Autrichiens orphelins. Le nouvel empereur est un petit-neveu. Charles a 29 ans. Il veut bien faire, mais il manque totalement d'expérience et ne jouit pas de la confiance des Allemands. Zita, son épouse italienne, le pousse à se détourner de l'emprise allemande. Charles entame des conversations secrètes avec les Alliés qui n'aboutissent pas. Pendant qu'à Vienne, la famine s'installe. Le prix des vivres devient inabordable et la population est si épuisée qu'elle se montre dangereusement apathique. Partout les éclopés du front, les blessés, les fantômes effrayants. Le pape Benoît XV prend l'initiative d'une demande de paix blanche au nom de l'épuisement des peuples. Il faut signer une paix sans annexion, revenir au statu quo, mettre fin au carnage. Impossible. 30 millions d'hommes sont morts. Cette démarche du Vatican tombe à l'eau. Les Alliés n'y donnent pas suite. Les Allemands, grands voleurs de territoire, sont-ils disposés à les restituer? L'Autriche-Hongrie est la meilleure alliée de l'Allemagne. Puisque la paix n'est pas possible, le nouvel empereur Charles demande en Italie l'aide du Kaiser qu'il rencontre à cet effet. Le Kaiser cherchait à obtenir des renforts italiens sur le front de l'Ouest. Il est très déçu d'avoir à voler au secours de son allié. Cependant, il lui promet de venir. L'Autriche, lui dit-il, peut compter sur l'Allemagne pour attaquer l'Italie par jour. Tout est prêt pour qu'une nouvelle bataille s'engage avec des renforts allemands. La 12e bataille de l'Isonzo. Dans l'histoire, elle porte le nom de Caporetto. « 24 octobre 1917. 4 heures de bombardement au gaz. 1 heure de préparation d'artillerie. La 14e armée du général von Below s'élance avec ses 6 divisions allemandes et ses 9 divisions autrichiennes. Elle s'est depuis longtemps et dans le plus grand secret préparée à l'offensive. Le plan est de s'emparer du village de Caporetto, un secteur calme à l'écart du front principal qui permet de tourner le flanc de l'armée italienne, de l'isoler, de l'enfermer dans une nasse et de descendre ensuite vers la plaine lumineuse. Tous les moyens nécessaires sont réunis. La coordination des unités allemandes et italiennes est assurée avec fermeté dans tous les cas. On attend l'heure de l'attaque avec confiance. En peu de temps, le coup de bélier germanique perce le front italien. Le général Cadorna est complètement surpris. Ses soldats essayent de soutenir la violence du feu ennemi.
Caporetto est un désastre. 700 000 hommes sont rejetés dans la plaine de Lombardie en une immense cohue qui s'étale sur 120 km. 700 000 hommes que l'on parvient à grande force, avec l'aide des conseils de guerre qui condamnent les déserteurs et les insoumis à organiser sur la Piave. Le roi supplie ses troupes de se reprendre. Soyez une armée unie. La lâcheté est de la trahison. Le général Cadorna est renvoyé à juste titre. On considère que la défaite est son œuvre plus que celle des soldats. La charge des Autrichiens s'arrête dans la plaine. Ils manquent désormais terriblement de munitions. Leur avance trop rapide n'a pas permis aux approvisionnements de suivre. Le 10 novembre, ils sont sur les rives de la Piave. La rivière est large, infranchissable. Elle inonde facilement la vallée. Les Autrichiens tentent à plusieurs reprises de la franchir, en vain. Pendant la bataille, les Italiens ne résistaient pas sur leur ligne. Ils s'enfuyaient en désordre le long des routes surchargées. Ils jetaient leurs masques à gaz inefficaces. Ils sortaient de leurs tranchées pour se rendre. Cadorna avait perdu en une seule journée 350 000 hommes. 270 000 s'étaient rendus. Les prisonniers italiens criaient volontiers « Vive l'Autriche » ou « Venez à Rome ». Ils en avaient assez de cette guerre. Le patriotisme des débuts avait fait place à un découragement profond. La plus mauvaise des paix valait mieux que cette guerre-là. Ils avaient le sentiment d'avoir été entraînés dans la guerre par leurs dirigeants. Un ambulancier américain de 19 ans avait été blessé à la bataille, il se nommait Hemingway. Un curé de 26 ans, engagé comme aide sanitaire, avait vécu cet enfer. Il serait pape plus tard sous le nom de Jean XXIII. Un jeune lieutenant allemand, Erwin Rommel, s'était distingué dans l'infanterie. Le but des Alliés était très simplement de maintenir l'Italie dans la guerre. Il fallait pour cela envoyer des renforts français, britanniques et même américains à la fin de 1917. Un visiteur anglais de noble prestance demande rendez-vous au roi d'Italie. Il sollicite un engagement dans l'armée. Le roi refuse, il ne veut pas d'incident diplomatique. Son solliciteur est le prince de Galles. Un pilote américain de 35 ans combat en Italie. Fiorello LaGuardia, il sera maire de New York. L'hiver est calme sur le front, terriblement froid. Mais le printemps est bientôt là, avec les offensives qui reprennent. Les Autrichiens et les Allemands veulent de nouveau percer le front italien, même renforcés par les Alliés. Les Autrichiens attaquent. En France, les Allemands attaquent. Est-ce qu'ils vont gagner la guerre? Sur la Piave, les Autrichiens sont repoussés. On attend la dernière offensive, celle des Alliés, qui fera exploser l'Empire d'Autriche-Hongrie.
Les Italiens l'emportent avec l'aide des Alliés. À l'automne, les divisions allemandes ne sont plus là. Ludendorff les a appelées sur le front de France. L'Autriche est en train de s'écrouler. Son armée ne continue à se battre que pour tâcher d'obtenir une paix décente.